Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir du lundi au dimanche. Voici les grands titres de l'actualité de ce jeudi 7 novembre. Une actualité qui fait la part belle, vous allez le voir, la culture. C'est aujourd'hui qu'a été officiellement lancée une nouvelle plateforme baptisée culture.mc. Elle est le reflet de la vivacité artistique de Monaco. Tout y est répertorié et documenté par les affaires culturelles, dont le directeur Françoise Gamerdinger sera notre invité dans quelques instants. Nous vous emmènerons à l'opéra pour y découvrir la mythique Bohème de Puccini, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Les petits chanteurs de Monaco ont encore vécu une très belle aventure pendant les congés de la Toussaint. Ils ont été reçus en résidence en Tunisie, accueillis comme il se doit avec des concerts qui ont été très applaudis. Ils nous raconteront cette expérience inoubliable. Sur la scène du Théâtre des Muses, le comédien Olivier Lejeune endosse les habits d'un auteur qui n'a jamais laissé indifférent. Il joue Guitry dans une période difficile de sa vie, lorsqu'il fut emprisonné pendant 60 jours en 1944, soupçonné de collaborer avec les Allemands mais sur de fausses rumeurs. Olivier Lejeune nous dira comment il a abordé ce rôle. Et puis recycler les déchets pour protéger sa planète, c'est le thème d'un atelier qui s'est tenu aujourd'hui à l'école du Parc, à l'initiative de la SMA, devant, vous le verrez, une jeune audience très attentive. Mais nous débutons ce journal par la participation de Monaco au sommet de la communauté politique européenne à Budapest. Didier Guillaume a conduit la délégation monégasque qui a pris part aux travaux de ce sommet. L'objectif de cette réunion de haut niveau, dont c'est la 5e édition, était de favoriser le dialogue des partenaires européens sur les défis sécuritaires auxquels l'Europe est confrontée et de renforcer la cohésion et la coopération. À cette occasion, le ministre d'État a pu échanger de manière informelle avec de nombreux chefs d'État et de gouvernements européens, mais aussi prendre part à des rencontres bilatérales avec ses homologues du Luxembourg, d'Andorre et de San Martin, rencontres au cours desquelles des sujets d'intérêt commun ont été évoqués. Une nouvelle plateforme a été officiellement lancée aujourd'hui, culture.mc, est le fruit d'un long travail initié par la direction des affaires culturelles, avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique et la participation de tous les acteurs culturels de Monaco. Elle se veut le reflet de toute la richesse et de la diversité de la culture en principauté. Nous sommes avec le directeur des affaires culturelles. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir Patricia. Ce n'est pas tout à fait un hasard si vous lancez officiellement cette plateforme culture aujourd'hui, alors que s'est tenu aussi le Forum des artistes. Il y a une incroyable vivacité artistique à Monaco. Non, ce n'est pas un hasard, ça montre à quel point le programme culturel de la Principauté est riche et à quel point nous mettons également la création artistique en valeur au quotidien. Et donc le principe de cette plateforme culture.mc, c'est une mise en lumière ? Alors oui, c'est au-delà d'une mise en lumière, c'est également un outil à la disposition du public pour qu'il ait encore un meilleur accès à tout ce que nous proposons. Alors, pour aller dans le détail, il y a notamment une notion d'agenda. Ça, c'est capital, tout est répertorié. Alors la notion agenda, je dirais, elle est quasiment traditionnelle, outre le fait que on peut également programmer son agenda sur une période donnée, ce qui sera très utile aux personnes qui viendront passer quelques jours en principauté. Et à partir de ces dates, vous pouvez avoir soit l'ensemble de ce qui sera programmé à cette période, soit par thématique, si vous préférez musique, si vous préférez les ballets, si vous préférez l'opéra ou des expositions. Et qui dit culture dit aussi notion de plaisir, bien évidemment. Dans cette plateforme, il y a des podcasts, il y a des informations sur le patrimoine. Cela permet aussi de nourrir sa curiosité. Alors écoutez, oui, cette plateforme sera également, donnera la possibilité de pouvoir assister, réécouter des podcasts de conférences auxquelles on n'a pas pu assister, mais elle jouera aussi le rôle de mémoire de notre politique culturelle puisqu'on pourra y retrouver au fil du temps et ça restera donc dans notre logiciel, on pourra y retrouver en mémoire tout ce qui
qui a été programmé et créé en principauté. Donc c'est un outil très important dans ce sens. Il y a également un pavé patrimoine dédié à toute la politique de restauration, valorisation, inventaire de notre patrimoine monégasque, et un patrimoine encore plus important aussi pour moi, c'est le pavé jeunesse dans lequel tout le jeune public pourra découvrir les activités que le gouvernement princier et les associations culturelles mettent en œuvre à leur destination. Oui, parce que la transmission, c'est quelque chose qui vous est cher depuis toujours. Et en matière de culture, la jeunesse n'est pas oubliée sur cette plateforme. Il faut le préciser, il y a souvent des ateliers, il y a des événements aussi en lien avec la DENJS. La culture, c'est aussi pour la jeunesse, hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est un soin particulier que porte la direction des affaires culturelles, puisque c'est notre futur public. Je pense également que grâce à la culture, notre jeunesse est davantage capable à avoir un regard critique sur ce qui l'entoure, à avoir un jugement, et puis tout simplement à prendre du plaisir, à s'éduquer, à avoir une pédagogie et avoir également un raisonnement et un jugement par rapport à l'histoire et par rapport aux événements qui les entourent et qui font leur quotidien. Alors on l'a dit, elle est très diverse, elle est très riche cette plateforme, mais cela a dû vous prendre un temps immense pour pouvoir parvenir à collecter toutes ces informations et mettre en forme culture.mc, parce qu'elle est extrêmement complète cette plateforme. Alors elle est extrêmement complète, elle est le fruit de 2 ans de travail de 2 équipes, à la fois l'équipe de la direction des affaires culturelles et l'équipe de la direction de la transition numérique, mais elle est surtout, à mes yeux, le résultat d'une collaboration de chaque acteur culturel de la principauté, et c'est ça qui a été très important. Tout le monde s'est senti concerné et tout le monde a réfléchi dans le sens où comment mettre notre politique culturelle en valeur d'une part, et comment la rendre accessible à toutes les générations et à tous les publics. Et ça a été un travail commun, et je crois que là on est tout à fait dans l'esprit de ce que doit être une politique culturelle. Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'à Monaco, on le voit, tous les acteurs culturels jouent ensemble, hein, et non pas l'un contre l'autre. Et finalement, au-delà de cette belle mise en lumière qu'elle offre, cette plateforme, elle rappelle aussi, et c'est ma conclusion, combien le rôle de la DAC est celui d'une entité fédératrice et qui accompagne les entités culturelles. Tout à fait, on est là pour accompagner les entités culturelles, pour accompagner les artistes, pour faire rayonner la principauté au-delà des frontières, et je pense que cette plateforme sera également très importante du point de vue international, puisque le monde entier pourra cliquer sur culture.mc. Merci Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous aujourd'hui, alors qu'a été officiellement lancée la plateforme culture.mc, que nous vous invitons d'ores et déjà à aller consulter. Merci beaucoup Patricia, merci. Le lancement de cette plateforme aura été le point d'orgue d'une journée placée sous le signe de la culture, avec le début du 7e Forum des artistes qui se tient jusqu'au 14 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Vous pouvez y découvrir le travail de plus de 80 artistes de Monaco, dont l'œuvre du lauréat du prix du public. Tour d'horizon avec Christina Tomel et Alexandra Marangoni. Dans la continuité des éditions précédentes du Forum des artistes de Monaco, du 21 octobre au 4 novembre, vous pouviez, si vous le souhaitiez, voter pour votre œuvre favorite. Cette année, le public a donc choisi de remettre un prix à Kako Mikalev pour Femmes des Mondes, un dessin effectué à la palette graphique. Le dessin est créé sur un écran. Ensuite, il est dématérialisé forcément, donc bien évidemment on a hâte de voir ce que ça peut donner en vrai. Donc bien sûr, comme c'est un dessin dématérialisé, il n'y aura jamais le relief qu'on peut trouver sur une peinture à l'huile ou autre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le digital, on peut déjà faire tous les formats qu'on veut. Et puis surtout l'imprimer sur tous les supports possibles. Donc l'idée de le coffrer dans du plexi, pour garder ce côté assez moderne, des couleurs vives, voilà.
Peinture, sculpture, photographie, à chaque édition, sa palette artistique. À quelques mètres de là, nous retrouvons le peintre Joël Chobagnan, un habitué des lieux, puisque cet artiste monégasque n'a jamais loupé un seul forum des artistes depuis sa création. Il nous présente le secret. C'est une œuvre qui est avant tout écologiste et qui est là pour défendre les valeurs de l'écologie et de la biodiversité. Dans un premier temps, le tableau s'appelle Le Secret, il aurait pu s'appeler Le Jardin Secret, parce qu'il y a aussi cette dimension psychologique qui fait que quand on a une passion, on essaie aussi de le garder pour soi. Et donc il y a ce côté secret dans les choses qu'on fait au quotidien pour défendre l'environnement, et on n'en parle pas, on le fait pour soi. Et puis il y a ce côté aussi un petit peu intemporel du personnage un petit peu sauvage, qui est fidèle à ses racines et qui ne veut pas que ça se sache. Pour cette 7e édition, de nouveaux exposants et de nouvelles techniques artistiques sont venus enrichir cet événement tant prisé à Monaco. Et nous vous proposons à présent de plonger dans le monde imaginaire d'Alfred le Poulpe. Ça part toujours d'une envie d'avoir sous les doigts quelque chose qui n'existait pas. Et pour ce poulpe particulièrement, ça a été vraiment un coup incroyable. C'est une amie d'enfance qui me l'a commandé. Elle m'a dit « Je voudrais que tu me fasses un poulpe pour mon mari, pour Noël ». Et je ne savais pas du tout où j'allais échouer avec tout ça. Donc je me suis lancée, j'ai cherché des idées à droite, à gauche, j'ai cherché de la laine. Et au bout du compte, ça donnait un poulpe géant, ce que je n'attendais pas du tout. Et il se trouve qu'après, il a eu beaucoup de succès, que j'en ai vendu aux États-Unis majoritairement. Voilà. Donc maintenant, il est un peu partout dans le monde, il voyage énormément, plus que moi. Il faudra compter 6 semaines pour que l'artiste donne vie à un nouvel Alfred. Vous pouvez retrouver ses créations et passer commande sur son compte Instagram So Wool So Cool. Le Forum des artistes vous attend jusqu'au 14 novembre de 13h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Recycler les déchets pour protéger la planète, c'est ce que la Société monégasque d'assainissement enseigne aux plus petits au détour d'un atelier appelé l'Aventure de mes déchets, une initiative en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux questions environnementales. Alban Gingembre et Thomas Deus se sont glissés dans une classe de grande section à l'école du Parc. Regardez. Qui a inventé la poubelle ? Tout le monde devrait lever le doigt. Monsieur Tritou vient nous le dire. Qui a inventé la poubelle ? Trier, recycler, ces mots n'ont plus aucun secret pour ces élèves de grande section. Je trie mes déchets parce que je les mets dans la bonne poubelle. Dans la poubelle verte, on met le verre. Dans la poubelle jaune, on met le métal, les briques, le plastique. Si on les trie pas, après, on pollue la planète. Très tôt, les enfants sont sensibilisés à ces notions de tri des déchets. Chez les jeunes, la prise de conscience est de plus en plus facile. Non seulement ils sont plus sensibilisés, mais je trouve que la réaction, ils sont plus réactifs encore aujourd'hui. Alors le fait de participer avec leurs parents, de toucher, d'aller avec eux, je pense qu'ils apprennent encore plus vite. Après avoir écouté attentivement les explications de Monsieur Tritou, les enfants participent à différents ateliers ludiques pour mettre en pratique ces nouvelles notions. Plus on joue avec eux, en apprenant, plus on a de la réussite ensuite. Et la réussite, au bout, elle est totale. En principauté, les résultats sont bons. La qualité du tri est importante grâce à ce travail qui est fait à la racine. On ouvre à présent une page musicale avec les Petits Chanteurs de Monaco qui étaient en déplacement en Tunisie il y a quelques jours. Ce chœur de garçons appartenant à la maîtrise de la cathédrale de Monaco a travaillé en collaboration avec la fondation Hasdrubal. Nous avons profité de leur retour en principauté pour aller recueillir leurs impressions. C'est un reportage signé Alban Gingembre et Olivier Bonello. Ils ont l'habitude de voyager aux 4 coins du monde pour faire rayonner la principauté à travers leur voix. Les Petits Chanteurs de Monaco étaient en Tunisie pour un stage musical avec au programme 2 concerts. L'un à la cathédrale de Tunis et le deuxième à Hasdrubal Hall directement sur notre hôtel. C'est un très beau projet de coopération culturelle entre les Petits Chanteurs de Monaco et des jeunes Tunisiens qui font des études dans les conservatoires.
Pendant une semaine, les petits chanteurs de Monaco ont enchaîné les répétitions avec un rythme assez soutenu pour assurer la tournée en cours. On en a eu 4 en une journée. On travaille à la musique pour la tournée de concert 2025. J'ai adoré travailler, collaborer avec des étudiants tunisiens, d'autres musiciens qui sont super gentils. La cathédrale m'a plu parce qu'elle résonnait, était grande. Je retiens beaucoup de belles choses, notamment le chant, les répétitions, ce qui est quand même le primordial de ce stage. On a étudié beaucoup de nouveaux chants notamment le dentot, la messe de forêt. On a fignolé également la messe de Mendelssohn. On a fait beaucoup de différents chants. Le rythme était intense pour pouvoir être à la perfection, pour pouvoir que la tournée de concert soit parfaite. Un partenariat va prochainement être signé avec la Fondation Hasdrubal pour intégrer les petits chanteurs de Monaco. Et en attendant leur prochain voyage, ils se préparent pour la fête nationale. Le festival du centenaire Puccini se poursuit et dès ce soir, après la rondine, place à la bohème. Une bohème mise en scène par Jean-Louis Grinda et à laquelle José Sacré et Olivier Bonello ont assisté. Anna Netrebko, l'une des plus grandes stars de l'opéra d'aujourd'hui, incarne Mimi dans la bohème de Puccini, seul opéra mis en scène dans le cadre du festival centenaire Puccini qui sera à l'affiche de la Salle des Princes du Grimaldi Forum du 8 au 19 novembre dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda. J'ai choisi avec Rudy Sabunghi, Laurent Castin, David Bellougou de placer cet opéra juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, à l'époque où l'on pouvait encore mourir de phtisie, car il n'y avait pas la pénicilline qui était répandue. Et surtout, pourquoi cette période-là ? Parce que je voulais la présenter dans l'imaginaire cinématographique des années 30-40, c'est-à-dire tout ce mouvement merveilleux qui existait en France, qui est le réalisme poétique, celui de Prévert, de Carnet, de La Règle du jeu et de tant d'autres chefs-d'œuvre. Et donc ça me permet d'avoir un jeu extrêmement naturaliste dans un cadre à la fois réaliste et en même temps poétique, avec des projections, avec des actions qui sortent un peu de l'ordinaire de la représentation. Avec quelques airs parmi les plus mémorables de l'opéra, une distribution prestigieuse, Anna Netrebko, mais aussi Youssif Evazov pour la première fois dans le rôle de Rodolfo, Nino Machedze et Florian Sampé, cette bohème de Puccini est à voir absolument. Et le festival centenaire Puccini se poursuivra le 15 novembre avec la version concert de Tosca, puis un gala lyrique Viva Puccini le 17 novembre. Son visage ne vous est pas inconnu. De la télévision aux planches, il fait partie de ces comédiens très appréciés du public et il est sur scène au Théâtre des Muses jusqu'à dimanche pour incarner Sacha Guitry dans une période de sa vie aussi courte que marquante puisque ce dernier a passé 60 jours en prison. Olivier Lejeune est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Patricia, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir et ce n'est pas une mince affaire que de jouer Sacha Guitry. Comment avez-vous abordé ce rôle ? Vous vous êtes inspiré du personnage réel ? Alors je pense à sa gouaille et aussi bien sûr à son esprit. Alors, en fait, c'est un coup de foudre. Je pourrais être un vampire. Je l'ai vampirisé, je me suis introduit dans son univers, dans sa manière de parler. Et puis c'est mon 4e Sacha Guitry. Donc je commence à avoir un peu l'habitude de sa fluidité, de sa dextérité. Je dirais que Guitry, c'est le point G du théâtre pour un comédien. C'est la Légion d'honneur. 60 jours de prison, c'est un récit autobiographique, c'est cela, sur une courte mais marquante période de sa vie pour Guitry.
Alors c'est une période qui l'a profondément marqué puisqu'il a fait une dépression après ses 60 jours. C'est un texte qui n'avait jamais été joué au théâtre. J'ai eu un coup de foudre. Ça a été très difficile de garder. Tout est extraordinaire dans ce texte. Donc là, on va suivre pendant 60 jours sa descente aux enfers. C'est un récit à la fois kafkaïen, terrifiant. On va découvrir un Guitry complètement inattendu, mais il garde toujours cet esprit si mordant, si cynique et son humour tellement efficace. Donc on rit beaucoup et en même temps on apprend une page d'histoire, 80e anniversaire de la libération de Paris. Et alors pour recontextualiser les choses, il faut dire qu'il a été accusé à tort, c'est ça, d'être un collabo comme on dit familièrement ? Ah mais évidemment qu'il a été accusé à tort. En fait, quand le maréchal Göring est arrivé à Paris, il a demandé ce qu'il fallait voir. On lui a dit, il y a la Tour Eiffel, il y a le Louvre et il y a Sacha Guitry. Évidemment, il a continué à jouer au Théâtre de la Madeleine. Il y avait des Allemands dans la salle. Quand ces Allemands venaient demander des autographes, quel est l'artiste qui aurait refusé? Donc c'était un homme courtois, bon évidemment, mais il n'a jamais collaboré, ça a été prouvé. Il n'a jamais fait jouer ses pièces en Allemagne. Donc on a voulu couper la tête du roi parce que il a un petit peu agacé ses contemporains parce que pendant la guerre, il continue à mener bon train, il faisait des festins, il avait un train de vie royal, mais au fond de lui-même, il est resté très français. Donc cette étiquette dure à décoller, et en même temps il faut décoller l'étiquette misogyne. Il aimait les femmes, il les aimait trop, et s'il n'avait pas été cocu, on n'aurait pas eu la moitié de ses traits d'esprit. C'est vrai que c'est souvent l'étiquette qui lui a été accolée. C'était un personnage grandiloquent, mais on le découvre là très humble. C'est la facette intime qui apparaît pendant ces 60 jours. Voilà, on découvre vraiment un Guitry complètement inattendu. En plus, il adorait Monaco, il a sa villa au Cap d'Aille, et vraiment, c'était un joueur. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de jouer aussi les Mémoires d'un tricheur, qui se passe beaucoup à Monaco. Et donc, on découvre, je dirais, ça l'a profondément traumatisé, parce que on lui a dit qu'il allait être fusillé. On lui a craché au visage. Et en même temps, il a traversé cette période où quasiment tous les people de l'époque étaient au Veldiv, étaient enfermés à Drancy, étaient à Fresnes. Donc il a traversé. Et donc là, il y a une galerie de portraits de personnages complètement incroyables. On a vécu, enfin, j'étais pas né, mais cette époque, il y a 80 ans, c'était incroyable, la libération de Paris, vue par un génie. Donc ne loupez pas cette occasion. J'imagine, Olivier Lejeune, que la directrice du Théâtre des Muses, Antea Sogno, vous a accueilli comme il se doit et que vos discussions autour de Guitry ont dû être animées, voire passionnées, tant elle connaît cet auteur parfaitement. Ah, mais d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que j'ai vu les spectacles d'Antea. Je l'ai vu dans Fernande Choisel, qui est le nom de sa secrétaire, ce dernier spectacle. Et c'est vrai que nous partageons le même amour, la même vénération de ce génie, de ce maître. Et donc, on s'entend comme la roue en foire avec Antea. Et nous sommes des soldats et nous continuons pour la réhabilitation de Sacha Guitry. Et vous allez voir, dans un an, son œuvre va tomber dans le domaine public. Tout le monde va monter du Guitry. Donc voilà. Donc c'est, je pense, cet homme a été accusé à tort. On est là pour le témoigner et en même temps pour faire rire, faire sourire et réfléchir. Un dernier mot pour parler de vous, Olivier Lejeune. Lorsque l'on se rend sur votre site internet, on se rend compte que vous n'arrêtez jamais. Entre votre one-man show, les spectacles que vous jouez, pour certains mettez en scène, vous savourez tous les jours ce métier unique. Oh, c'est merveilleux. Je suis un passionné. Et bon, j'ai 73 ans, ne le cachons pas. Et quand on me dit, mais vous allez bientôt vous arrêter. Mais jamais je devais m'arrêter. Ce métier est passionnant. J'ai l'impression d'avoir vécu 500 vies différentes. J'ai joué plus de 55 pièces, des univers complètement différents. Mais peut-être l'univers qui me plaît le plus, c'est celui du maître. J'aurais tellement aimé le rencontrer, tellement aimé. J'ai eu la chance de dîner avec l'une de ses femmes, Jacqueline de Lubac. C'était un émerveillement pour le petit gamin que j'étais. Donc voilà, vive le théâtre, comme dit si bien Antea quand elle présente ce spectacle. Et le Théâtre des Muses, c'est un lieu que j'ai découvert, mais qui est incroyable. Il y a une richesse de spectacle, une intelligence. Et vraiment, je pense que ce Théâtre des Muses, tous les monégasques et tous ceux qui sont aux alentours doivent venir le glorifier. 86 places, il y a des pièces où il y a 9 comédiens, vous vous rendez compte? Chapeau.
Et un théâtre avec une scène magnifique. Merci Olivier Lejeune d'avoir été notre invité à l'occasion de votre étape à Monaco au Théâtre des Muses pour y jouer 60 jours de prison. Merci Patricia. 60 jours de prison au Théâtre des Muses pour 4 représentations jusqu'à dimanche. À noter dans vos agendas pour la bonne cause, l'association Soleil Royal, très investie dans les vallées touchées par la tempête Alex ou en Ukraine, se met au service de Fight-Aids Monaco, présidée par la princesse Stéphanie. Une soirée de collecte de fonds est organisée le 16 novembre à Gorbio, une soirée sur le thème du carnaval autour d'un dîner, de quoi faire une belle action tout en s'amusant. Je vous propose maintenant d'aller jeter un coup d'œil aux prévisions météo pour la journée de vendredi. Bonsoir Alban Gingembre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La météo se maintient en principauté. Demain, le ciel jonglera entre éclaircies et passages nuageux parfois denses. Les températures restent toutefois largement agréables pour un mois de novembre avec 13 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Et en ce vendredi 8 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Geoffroy. Merci Alban et merci à vous d'avoir suivi ce journal. Demain à 19h, vous retrouverez Sarah Inkari pour clore cette édition des photographies de Manuel Vitali, prises hier soir lors du spectacle Carte Blanche donné par les grands élèves de l'Académie Régnier III. À très bientôt sur Monaco Info.